Les dirigeants de l'Union européenne essayent à Bruxelles d'harmoniser leurs réponses face aux variants Omicron, à la crise énergétique et au mouvement de troupes russes. Accélérer la vaccination, mieux se coordonner, pas facile pour les 27 pays membres de l'Union européenne qui sont déstabilisés par la progression du variant Omicron. Un homme condamné à 14 ans de réclusion pour complicité de génocide lors de l'extermination des Tutsis au Rwanda. Claude Moïmana transportait des milices lors des massacres. Les livreurs sont de plus en plus nombreux et leur statut est souvent précaire. L'Espagne a choisi de légiférer en faveur du salariat. Reportage dans ce journal. Vaccination et coordination. Ce sont les maîtres mots employés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis à Bruxelles face aux nouveaux variants du Covid-19. Mais il est aussi question d'irritation après la décision prise par l'Italie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande d'exiger, même aux personnes vaccinées, un test PCR pour entrer sur leur territoire. Rome n'a pas l'intention de changer de position. Dans ce contexte, certains dirigeants demandent à la Commission européenne de travailler sur la validité du certificat sanitaire commun dans le but de préserver cet outil. Si nous avons de nouvelles régulations individuelles nationales, comment allons-nous convaincre les citoyens de se faire vacciner ? Car en fait, si nous avons ce passeport, c'est pour montrer aux citoyens qu'il est essentiel pour ouvrir des portes, pour avoir plus de liberté individuelle. Et en effet, si vous ne faites pas de différence entre les vaccinés et les non-vaccinés parce qu'ils ont besoin d'un test PCR, je pense que c'est une mauvaise idée. L'autre grand sujet à l'ordre du jour concerne les relations avec la Russie et la réponse à apporter face au mouvement de troupes russes le long de la frontière avec l'Ukraine. À l'unanimité, les 27 préviennent que toute nouvelle agression contre Kiev aura des conséquences lourdes et un coût élevé. Ces sanctions seront coordonnées avec les partenaires internationaux de l'Union, avertissent les chefs d'État et de gouvernement. La première priorité, c'est de désescaler et donc d'éviter qu'on arrive dans une surenchère. Mais c'est clair que d'un point de vue européen et d'un point de vue de l'OTAN, on doit être très clair que l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne peut pas être touchée. La réponse à la crise énergétique divise aussi les dirigeants de l'Union. La Hongrie et la Pologne souhaitent revoir à la baisse certains éléments du pacte vert européen. Les deux pays estiment que cet engagement climatique alourdit la facture des foyers. La France va présider le Conseil de l'Union européenne à compter du 1er janvier. Souveraineté, défense, puissance, Paris a des ambitions pour ce mandat de 6 mois. Une présidence actuellement assurée par la Slovénie. Un passage de témoin a été réalisé jeudi à Paris entre les ministres des Affaires étrangères. L'avenir des Européens, notre présidence déclinera un triple mot d'ordre de souveraineté. Relance, puissance, appartenance. Il s'agira de nous préparer à affronter les pandémies de demain, de réarmer notre industrie, de défendre l'état de droit partout dans notre Union et bien sûr de renforcer la défense européenne. Mon collègue m'a présenté les priorités de la France pour sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Elles sont ambitieuses et sur beaucoup de points représentent la continuation du travail entamé sous notre présidence. Ce n'est pas un hasard car nous avons tout au long de cette période travaillé main dans la main. Cette présidence survient alors que la France entre en période électorale. L'opposition critique Emmanuel Macron, accusé de profiter de ce nouveau mandat pour asseoir sa stature internationale avant l'élection d'avril 2022. Le débarquement du variant Omicron met à mal le pass sanitaire instauré l'été dernier en Europe et la libre circulation des citoyens européens. Le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Italie exigent un test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs européens entrant dans le pays, même s'ils sont entièrement vaccinés, et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année. La France, elle, a imposé de sévères restrictions de voyage avec le Royaume-Uni, mais elle tente de préserver et l'utilité du pass sanitaire et la libre circulation des Européens. Nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite il se diffuse dans les autres.
De l'autre côté de la Manche, les Britanniques qui ne font plus partie de l'Union européenne n'ont d'autre choix que d'annuler leurs vacances dans les stations de ski françaises et de rester chez eux où les cas de contamination viennent encore de battre un record, avec heureusement un taux de mortalité moins élevé. La campagne de vaccination connaît un nouvel élan. En Allemagne aussi, mais il y aurait un problème de stock de doses de vaccins et de lenteur de la vaccination, comme l'explique le ministre de la Santé. Nous avons besoin d'environ 50 millions de doses de rappel et de 20 millions de doses de premier et second vaccin. Cela signifie que la demande actuelle n'est pas entièrement couverte. Et ce n'est pas le point le plus important. Il faut savoir que si nous attendons ces livraisons programmées pour la campagne de rappel, ce sera tout simplement trop lent. Ce ne sera terminé que fin mars. En cette fin d'année, cette crise sanitaire n'en finit pas de déstabiliser l'Europe. Exemple en Grèce, le gouvernement a modifié les restrictions pour les voyageurs 3 fois au cours des dernières 24 heures et l'Union européenne a du mal à donner une direction commune. Un ancien chauffeur rwandais a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité lors de l'extermination des Tutsis en 1994. Claude Mouaïmana est accusé d'avoir transporté des gendarmes et des miliciens sur des lieux de massacre. L'homme de 60 ans, impassible pendant le procès, a toutefois dit avoir sauvé des gens durant cette période. Ce procès est le 3e en France, lié au génocide des Tutsis, mais il s'agit de la première condamnation pour un citoyen ordinaire, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la chaîne de commandement des génocidaires. Quel statut pour les travailleurs exerçant via les plateformes numériques? Ces coursiers sont un élément essentiel des services de livraison à domicile, mais leur statut est précaire, les plateformes embauchant pour des périodes de courte durée. En Espagne, leur combat pour de meilleures conditions de travail s'est soldé par la mise en place cet été d'une loi obligeant les plateformes à délivrer des contrats de travail. Bruxelles envisage maintenant d'étendre ce principe de salariat aux quelques 4 millions de livreurs européens. Grâce à la nouvelle législation espagnole, des coursiers comme Fernando travaille désormais de manière permanente pour une entreprise de livraison de repas. J'ai un salaire mensuel, je gagne plus, je travaille 40 heures par semaine, j'ai une protection sociale, je suis mieux loti maintenant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de collègues dont le statut n'a pas encore été revu. Mais 4 mois après, la loi ne tient pas encore toutes ses promesses. La loi dite Cavalière a fait une première victime en Espagne. La société britannique Deliveroo a quitté le pays le mois dernier en raison de l'augmentation de ses coûts opérationnels. D'autres plateformes tentent de s'adapter, mais les nouvelles recrues ne représentent que 10 à 20% des anciens effectifs. Certains livreurs sont désormais employés par d'autres entreprises ou des agences de travail temporaire, tandis que d'autres veulent continuer à travailler en freelance. Cette loi ne fait qu'ouvrir la porte à l'instabilité du travail, aux emplois précaires et aux contrats à temps plein qui n'améliorent pas les conditions ni pour le personnel ni pour les freelances. La plupart des plateformes investissent désormais des millions pour gagner des parts de marché et devenir les principaux acteurs de la livraison à domicile. Beaucoup d'entre elles n'y arriveront pas. Et attendons de voir quelles plateformes seront capables de survivre et de s'imposer après cette période de perturbation. Pour les plateformes européennes de livraison, l'expérience espagnole n'est pas forcément une réussite. Elles mettent en avant des résultats négatifs pour les coursiers, les restaurants et les clients. Mais le secteur de la livraison à domicile est en plein essor. 4 nouvelles entreprises ont fait leur entrée sur le marché espagnol et elles ont toutes embauché leur personnel. Reconstruire les immenses fresques de Pompéi grâce à l'intelligence artificielle. C'est le projet mené actuellement par une équipe de chercheurs sur le site archéologique. Mais difficile de reconstituer les chefs-d'œuvre de la cité antique disparue quand on ne connaît pas le motif initial et qu'il existe des milliers de fragments. C'est pour surmonter cette difficulté que des chercheurs ont fait appel à la technologie. Tous les fragments ne sont pas en bon état de conservation. Nous devons donc également prendre en considération le fait que certaines parties du dessin qui recouvrent la fresque ne sont pas facilement visibles. Nous utiliserons donc ce type de technologie pour étudier ce qui aurait pu se trouver là avant d'être effacé par la température, la pluie ou d'autres facteurs qui modifient réellement la structure des pièces au fil du temps.
Les chercheurs espèrent mettre au point un robot équipé de bras mécaniques capable de scanner les fragments, les reconnaître via un système de numérisation 3D et les placer chacun au bon endroit. Un travail immense. Pour l'heure, ils scannent manuellement tous les fragments de chaque peinture pour fournir une base de données numérique au robot. Installation prévue à Pompéi au printemps ou à l'été 2022.